Hello, c'est Violaine de Charnage. Je vais vous lire un extrait d'un conte de neige et de mort, le tome 1. Et je ferai une pause en milieu d'extrait pour vous parler des influences de ce roman. La frustration de Blanche-Neige se déverse sur le cimetière peuplé de défunts récents. Elle voudrait tous les déterrer, profaner leurs dépouilles, les souiller, détruire leur corps, assister à la désolation de leurs proches quand ils le découvriront. Elle voudrait que ces cadavres se rebellent, qu'ils la mordent, fouillent sa chair de leurs dents, la prennent pour assouvir leur faim, leur désir mort, qu'ils la tuent pour la forcer à les rejoindre. Elle voudrait ne plus avoir à penser, déposer sa colère, son amertume, ses peines et ses angoisses. 7 trépassés frais revoient la noirceur de la nuit. Un homme et une femme d'une trentaine d'années, un bébé de quelques mois et des ancêtres. Blanche-Neige les tire par les bras pour réunir côte à côte les membres de cette famille disparate et macabre. Sous la lune, la femme aux cheveux aussi blancs qu'un linceul se blottit contre le corps nu de la morte qui devait avoir une dizaine d'années de plus qu'elle. Blanche-Neige voudrait que cette femme la prenne dans ses bras, soit sa mère, la reine Mathilde, et que les horreurs de ces dernières années ne soient qu'un long cauchemar dont elle se réveillerait. Ou réaliser soudain que tout n'a été que fumée, qu'elle est morte, qu'il n'y a jamais eu de cercueil de verre et que sa dépouille se décompose quelque part dans une tombe sans nom. Blanche-Neige étreint le cadavre féminin comme elle a souvent serré le corps chaud de Bella. Sa compagne frissonne dans ses bras. À côté de leur couple, l'homme, qui était peut-être son époux et le père du nourrisson, s'assied dans un mouvement d'eau raide. Le bébé se met à gémir en remuant ses petits bras et ses jambes entravées par le suaire. Les ancêtres sont plus longs à revenir. Leurs articulations fatiguées craquent à chacune de leurs tentatives pour se redresser. Terreuse, Blanche-Neige se relève et prend place sur une grosse pierre qui délimite la frontière entre ancien et nouveau cimetière. Le bébé agite ses membres comme un scarabée renversé. Les autres goules restent indifférentes à son sort. Et Blanche-Neige se souvient. Je vais sauter un petit passage qui est un spoil. On est sur un conte traditionnel, dans la tradition du conte noir et cruel, dont l'inspiration principale est la Blanche-Neige des frères Grimm. Donc oubliez totalement les revisites contemporaines, gore et trash, c'est pas du tout l'esprit de ce roman, de ce double roman d'ailleurs, de cette duologie, parce qu'il y a le 2e tome qui sort en avril 2026. Je voulais revenir vraiment aux origines, avec une ambiance médiévale, un Moyen-Âge crépusculaire, et retravailler une thématique qui était déjà très présente dans la Blanche-Neige des frères Grimm, qui était celle de la mort. Donc on est sur un roman extrêmement macabre, qui parle de deuil, de transmission du mal. En termes d'influence, côté cinéma, pensez plutôt à la dark fantasy, le Trône de Fer, Berserk. En termes de littérature, alors je ne l'ai lu qu'en BD, mais à culpa, mais je pense au Elric de Moorcock. Je vais vous mettre un visuel pour l'iconographie. Côté littérature également, Un conte de neige et de mort se rapproche du travail d'Angela Carter au niveau de la revisite des contes. Et on est aussi dans l'esprit de la revisite de Neil Gaiman de Blanche-Neige qui s'appelle Neige, verre et pomme, une nouvelle. Donc très macabre, très noir. On va suivre Blanche-Neige sur une période longue de sa vie, donc un beau développement psychologique. Un des aspects de ce roman, justement, c'est que ça peut vous paraître très différent d'autres choses que j'ai écrites par ailleurs. Je pense à l'antipode qui serait Slasher Island, qui est complètement gore et décomplexé et écrit vraiment, voilà, un peu comme on parle. Là, on est sur un roman qui est beaucoup plus travaillé au niveau du style, très chargé en termes de symbolique, très psychologique, malgré le fait qu'il y ait aussi des scènes qui soient très graphiques, avec une construction qui peut rappeler aussi par certains aspects celle de la tragédie. Elle le prend dans ses bras, le berce en lui chuchotant quelques mots qui n'appartiennent qu'à eux, et s'agenouille pour lui redonner une sépulture. En surplomb de leur parodie macabre de Vierge à l'enfant, le croassement de protestation d'un corbeau. Tandis qu'elle le recouvre, il s'agite encore. Autour d'elle, leurs pieds ancrés dans la terre consacrée, les morts vivants se balancent d'avant en arrière, comme attendant un signe. Blanche-Neige reprend sa place sur son trône rocheux. Qu'ils en aient formé une ou non de leurs vivants, elle aimerait les réunir en famille. La femme qu'elle a étreinte se lève et s'avance vers l'homme qu'elle percute en grognant. Autour du couple, les morts de vieillesse, vivants, piétinent. L'homme attrape les cheveux de la femme, les plus vieux serrent les rangs.
Blanche-Neige va au-delà de ces cadavres qui parodient l'amour, la vie. Elle perçoit les minuscules, les rampant sur la chair corrompue, les grouillant dans leurs orifices. Serviteurs de la mort, asticots frénétiques de viande, insectes nécrophages laborieux. La vie encore et toujours, le cycle sans fin de la copulation, du festin d'un autre être. Un vagissement monte dessous la terre, où Blanche-Neige a enseveli le bébé. Au clair de la lune, l'un des ancêtres tombe, sa jambe brisée en deux. Les cadavres encore debout s'agitent seuls et ensemble en une danse macabre.